Tout d'abord, je tiens à vous remercier et je tiens à remercier le CREA d'avoir invité la Société du Plan Nord à présenter son plan stratégique. On va essayer d'aborder les questions de demande énergétique actuelle et future. Malheureusement, je ne suis pas une personne qui peut vous dire on a besoin de tant d'énergie. Je suis plus là pour essayer de vous stimuler. Et j'ai écouté le monsieur Arcan, le ministre. Je trouvais qu'il m'a coupé pas mal. Malheureusement, là, il a dit pas mal de choses que j'allais aborder, mais on va avoir la possibilité de revenir là-dessus. Donc, la Société du Plan Nord, avec le Plan Nord, a un plan stratégique. Vous avez certainement dû entendre parler de certaines actions qui ont déjà été faites par la Société du Plan Nord. L'acquisition des actifs de Cliff à Sept-Îles, la réfection de la route 389, la route de la baie James, une partie de la route 138. C'est toutes des actions que la Société du Plan Nord a déjà fait et qui sont également en cours d'être réalisées. Donc, au niveau de la présentation, je ne peux pas passer à côté en vous présentant le Plan Nord comme tel. C'est une brève introduction. On va vous parler également de la Société du Plan Nord, ses actions, quelles ont été les actions dernièrement. Le territoire, les gens qui y habitent, vous allez voir, je vais vous interpeller personnellement. Le portrait énergétique du territoire du Plan Nord, on va faire ça très high level, hein. C'est pas projet par projet. On va regarder la demande actuelle et les demandes futures. Au niveau du mandat de la Société du Plan Nord, il faut dire juste que je reprenne une minute là, pour être sûr que je ne me trompe pas dans l'ordre des mots. Le Plan Nord est un plan de développement social, économique et environnemental des communautés qui l'habitent, incluant les industries sur le territoire. La Société du Plan Nord a le mandat de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire du Plan Nord en conformité avec les orientations du Plan Nord. Okay? Donc, il y a le Plan Nord, et la Société du Plan Nord qui a été créée pour supporter le développement du Plan Nord. On a, comme je vous ai mentionné précédemment, on a agi sur différentes actions. Au niveau de ces infrastructures, ces projets en infrastructure, étant donné que je suis le coordonnateur d'infrastructure et environnement, ça se peut qu'on en parle un peu. Les infrastructures routières, au niveau de la route 389, il y a un grand projet, presque 450 millions qui vont être investis sur la 389. La Société du Plan Nord a le mandat de financer ces infrastructures-là, la réfection, et on a débloqué le premier tronçon qui est situé à Bécomo. Donc, on a agi directement pour faciliter et accélérer les travaux sur la 389. La route 138, il y a beaucoup de plans qui sont en cours. On y travaille activement et évidemment la route de la baie James qui mène aux ressources hydroélectriques. La SPN agit également à ce niveau-là. Au niveau des infrastructures portuaires, je vous ai glissé un mot sur les actifs de Cliff. Elle parle bien d'Investissement Québec qui a fait une proposition d'achat pour les actifs de Cliff à Sept-Îles, qui vont être transférés à la Société du Plan Nord et par le fait même la création de la Société ferroviaire portuaire de Pointe-Noire, qui, elle, a un accès direct aux richesses de la fosse du Labrador, dont je vais revenir parce qu'il y a des projets qui seraient certainement intéressants pour vous comme fournisseur d'énergie. Au niveau ferroviaire, la Société du Plan Nord, avec des partenaires miniers, ont lancé une étude de faisabilité sur un troisième lien ferroviaire qui mène encore une fois vers la fosse du Labrador, parce qu'on entrevoit possiblement que les deux liens ferroviaires qui existent soient déjà à la limite de leur capacité. Au niveau environnemental, la Société du Plan Nord co-préside avec le ministère de l'Environnement le groupe de travail visant à désigner 30% du territoire qui va être utilisé pour autre chose que pour des activités industrielles. C'est un mandat extrêmement important, extrêmement imposant et je vous dirais que c'est plus ou moins
facile d'y arriver parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'intérêts différents. Donc, on co-préside le groupe de travail. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, la Société du Plan Nord vise à tenter de réduire l'enfouissement en milieu isolé. Pour ceux qui ont déjà été sur le territoire du Plan Nord, vous savez qu'il y a des communautés qui sont aucunement reliées par un lien routier et ils doivent gérer leur matière résiduelle un peu d'une façon différente que celle du reste du Québec. La façon de faire que la Société du Plan Nord vise, et ça vous interpelle, c'est l'utilisation des matières résiduelles comme source d'énergie. Donc, pour ceux qui auraient des idées intéressantes, c'est un excellent endroit pour venir nous parler. Au niveau du développement industriel, comme promoteur, comme fournisseur d'énergie, la Société du Plan Nord agit également dans l'accompagnement auprès des promoteurs. On vise à faciliter les démarches auprès des différents ministères. La société étant une société d'État, on a un meilleur contact souvent avec les ministères. Au niveau du développement économique, la Société du Plan Nord, dans la loi, il existe l'article numéro 6 qui prévoit la création du bureau de commercialisation. Le bureau de commercialisation, c'est des agents sur le terrain qui sont à Chibougamau, qui sont à Roberval, Bécomo, Sept-Îles, sont là spécialement pour vous accueillir, pour vous diriger dans les bons endroits, voir comment on peut vous aider. C'est votre première ligne d'appel, vous communiquez directement avec les gens, soit au Central à Québec ou dans les bureaux de commercialisation qui sont en région, pour voir un peu comment la Société du Plan Nord peut vous aider. Il y a également, le bureau de commercialisation a mis en place une plateforme web pour les fournisseurs et les donneurs d'ordre. Donc, c'est un peu une grande plateforme où tous les projets sont exposés et tous les gens qui veulent faire affaire sur le territoire peuvent communiquer ensemble. Vous avez des nouvelles fraîches. Vous pouvez vous inscrire comme fournisseur, comme donneur d'ordre. Donc, je vous invite à visiter le site web de la Société où vous allez avoir toute l'information disponible pour pouvoir vous inscrire. La Société du Plan Nord n'a pas uniquement le mandat de développer et de protéger l'environnement, de développer l'économie. Elle a également le mandat de favoriser la concertation et la relation entre les communautés. On agit de différentes façons. Allô? Bon. Okay. On agit de différentes façons. On travaille beaucoup sur la formation de la main-d'œuvre. Il y a des gens spécialisés dans le domaine sur la Société du Plan Nord qui travaillent pour faire en sorte que les gens aient les bonnes compétences. On travaille également avec le SHQ pour les logements au Nunavik. On travaille également pour l'acceptabilité sociale, donc relations avec les communautés, relations avec les promoteurs, afin de voir comment que les communautés ont leurs attentes versus les projets qu'ils peuvent avoir sur le territoire. Maintenant, vous êtes des spécialistes là, du Plan Nord. Hein? On va regarder un peu c'est quoi le Plan Nord. Dans les prochaines diapositives, on va aborder le territoire, ses habitants, son énergie, hein? C'est de ça que je suis venu vous parler, ses projets et ses problématiques au niveau relié directement au projet énergétique. Bon. Je vous interpelle directement ici, monsieur, est-ce que vous avez déjà été sur le territoire du Plan Nord? La limite inférieure. La limite inférieure. D'ailleurs, on va l'aborder. Monsieur, ici? Très inférieure. Très inférieure. Ça veut dire le 38e parallèle. Donc, M. Giguère a dit que c'était 1,2 million de kilomètres carrés. Le territoire du Plan Nord part du 49e parallèle. Il n'aborde pas la côte sud du Saint-Laurent, il longe la côte nord et va jusqu'en haut au Nunavik.
c'est 72 du territoire, okay, qui renferme énormément de richesses, parfois méconnues, parfois très connues, mais une des premières richesses qu'on a, évidemment, c'est l'hydroélectricité. M. Giguère en faisait mention, et j'ai mis des petites étoiles rouges pour vous présenter un peu les grands projets qui ont déjà et qui existent. J'en ai oublié quelques-uns, certainement, mais ça vous dresse un peu le portrait, okay, du pouvoir énergétique du territoire du plan Nord. Au niveau minier, il existe énormément de richesses minières sur le territoire et pour vous montrer, en fait, j'ai mis des étoiles bleues, okay, qui représentent les projets miniers. Finalement, les ressources forestières, je connais des gens dans la salle qui sont dans le domaine, j'ai tracé très brièvement là, avec la souris la limite forestière commerciale. C'est pour vous dire qu'il y a énormément de forêts disponibles pour différents projets, soit pour la transformation en biocarburant, soit pour la transformation en granules ou en forme d'énergie. Et évidemment, une des grandes richesses qu'on a, c'est la présence des Premières Nations. Madame, ici, pouvez-vous nommer une des Premières Nations qui habitent le territoire? Les Inuits, oui, effectivement. Les Abénakis. Non, les Abénakis sont plus au sud. Les Cris, oui. Qui a dit les Cris? Monsieur. Hein. Et vous avez oublié les Inuits. Hein? Les Inuits qui couvrent tout le territoire du Nunavik. Les Naskapi qui sont situés proches de Shefferville, le petit point orange qui vient d'apparaître. Les Cris, évidemment, avec la baie James. Et finalement, les Inuits qui couvrent une partie du territoire de la Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean et tout près de Shefferville également. C'est qui là? Les Inuits. Au niveau du Nunavik, parlons plus d'énergie. Au niveau du Nunavik, M. Lagrange va certainement vous aborder le sujet. Il existe 14 communautés qui sont hors réseau. Donc, hors réseau, donc, qui ne sont pas reliés directement au grand réseau nord-américain, mais électrique. Ces 14 villages nordiques qui sont représentés avec les points rouges sont tous alimentés à partir de centrales thermiques qui fonctionnent au diesel. Et je parlais avec monsieur ici qui faisait mention qu'il y avait beaucoup d'intérêt économique à l'alimentation au diesel parce que les gens là-bas ont des activités économiques entourant les combustibles fossiles. M. Lagrange pourra peut-être me confirmer, mais la consommation de diesel uniquement pour la production électrique, je ne sais plus où j'ai pris cette information-là, mais ça représenterait 55 000 tonnes de CO2 équivalent annuellement. Okay? Ce qui est quand même peu comparativement aux 88 millions de tonnes qui sont produites au Québec, mais ça représente 0,3 des productions de GES provenant de l'électricité au Québec. Donc, quand on voit que c'est 99 ben, il y a tout le temps un petit coin là, que c'est le Nunavik et les autres réseaux autonomes. Au Nunavik, il y a une particularité très intéressante, c'est que le chauffage se fait uniquement à partir de combustibles fossiles. L'électricité est proscrite pour le chauffage. Confirmé? Merci. Et cette énergie thermique qui est produite pour alimenter les maisons, les bâtiments institutionnels, les bureaux, les industries, représente 28 millions de litres consommés uniquement pour l'énergie thermique, ce qui représente 76 000 tonnes de CO2 équivalent. Donc, lorsqu'on parle de s'attaquer à la diminution des GES produits au Québec, c'est un incontournable. On parle d'électricité, évidemment, c'est certain que vous avez un rôle à jouer pour la production d'électricité, mais si vous avez des bonnes idées pour produire de l'énergie thermique, pour alimenter un réseau de chaleur, des maisons individuellement,
bien, écoutez, nous autres, on est preneurs de toutes ces idées-là. On peut voir comment on peut vous aider. OK? Au niveau des projets industriels, et là, on parle de grande énergie, sur le territoire du Québec, il y a 12 mines actives qui sont tous répartis, évidemment, sur le territoire du Canada, mais il y en a quelques-unes qui sont hors réseau. On parle de Stornoway, on parle de Casa-Berardi, une mine d'or plus dans l'ouest, dans le sud-ouest du territoire, même si c'est au nord du Québec. Tata Steel, qui est à la frontière du Labrador et du Québec. Et il y a évidemment Raglan et Nunavik Nickel qui sont tous des projets miniers qui sont hors réseau, donc tous alimentés en énergie autonome. On sait, Raglan ont déjà fait un premier pas vers une forme d'énergie renouvelable. Je pense que je ne suis pas le spécialiste dans le domaine. Il y a des gens meilleurs, mieux placés que moi pour vous en parler. Donc, rappelons un peu les mines. Vous avez ici les projets miniers qui sont sur le territoire du plan Nord, et plusieurs d'entre eux sont en réseau autonome. Et j'ai mis 2 flèches pour vous présenter un peu les endroits où il y a déjà l'énergie renouvelable qui a été introduite. Et libre à vous d'essayer d'en introduire ailleurs. Au niveau forestier, c'est très intéressant. Les gens, lorsqu'on parle de production électrique, font référence souvent au grand réseau d'Hydro-Québec. Mais, comme je vous le mentionnais, il y a les réseaux autonomes, les projets miniers, mais il y a également tous les campements industriels, les campements forestiers, qui, eux, régulièrement, ne sont jamais sur le réseau d'Hydro-Québec dû à leur instabilité, plutôt leur réseau, leur présence limitée dans le temps. Souvent, c'est plus intéressant pour eux d'avoir une alimentation en provenance de combustibles fossiles. Mais la place est là pour introduire de l'énergie renouvelable. Ce sont tous des gens qui consomment des quantités importantes de diesel avec des frais de transport et des frais de production au kilowatt très élevés. L'enjeu, comme je l'abordais, l'enjeu dans les campements industriels, c'est toujours le prix moyen d'alimentation en diesel. S'ils sont proches des grands centres, c'est plus facile, c'est moins cher. Mais lorsqu'on parle des campements industriels, ça coûte énormément cher, tout comme au Nunavik, tout comme dans les projets miniers. Donc, leur problématique est la même, de différentes tailles, mais une problématique similaire. Donc, au niveau des projets industriels énergétiques à venir, je vous ai parlé des 14 villages nordiques du Nunavik. M. Lagrange va en parler plus longuement, donc je n'irai pas dans cette taille-là, mais juste pour vous dire qu'il y a un plan stratégique et à la page 23, il y a un beau tableau qui vous dresse l'emplacement des projets au niveau des réseaux autonomes. Au niveau des projets miniers non reliés, là, on ne parle pas de mines actives, mais on parle de projets. Okay? Il existe 4 grands projets qui devraient vous intéresser. Le premier, Lac Strange, le projet minier d'exploitation des terres rares, situé dans la fosse du Labrador, entre Shefferville et Coudjouac, en fait, un peu plus dans la cône en haut, là. C'est un projet extrêmement intéressant qui est, je dirais, qui est sur le point d'avoir des annonces prochaines. Prochaine étant très vaporeux comme information. Hors contrôle de notre situation, de nos mains. Il y a également le lac Knife qui est plus proche de Fermont. Il y a le lac Guéret qui est à mi-chemin entre le réservoir Manic 5, en tout cas c'est entre Bécomo et le Manic 5, et Eldar Ashram qui est un projet de terre rare également qui lui est directement sur la fosse du Labrador. Ce sont tous des projets où ils vont avoir besoin d'énergie, ils vont avoir besoin d'énergie en forme
autonomes, sont trop loin des réseaux d'Hydro-Québec et ceci, souvent, le fait d'être éloigné des grandes lignes d'Hydro-Québec fait en sorte que des projets peuvent être retardés, même voire abandonnés, dû au coût d'alimentation en énergie. Donc, vous avez une très belle opportunité pour essayer d'apporter une forme d'énergie renouvelable qui va, évidemment, vous êtes posé comme question à savoir est-ce que ça peut réduire le coût d'alimentation, et c'est toutes des questions qui vont vous être posées. Au niveau de l'introduction de sources d'énergie qui est de forme alternative, je pourrais dire, évidemment, on a des représentants ici du projet éolier de la mine Raglan, où leurs projets ont permis de réduire 5800 tonnes annuellement, si je me suis mis, c'est pas mal ça, hein? C'est ça que j'ai trouvé, en tout cas dans la littérature. La mine de Casa-Berardi, qui est plus au sud-ouest du territoire du Plan Nord, qui ont introduit de la biomasse pour le chauffage des galeries souterraines. Et avec leur technologie, ils ont réussi à réduire de 2700 tonnes la quantité de GES produit annuellement pour ce projet-là. Et évidemment, Stornoway, qui est une forme d'énergie alternative au diesel, avec GNL, il aurait réduit, en fait, il y aurait un évitement de production de GES de 43% par rapport à un projet à partir de diesel. Donc, c'est tous des premiers pas. Certains vont dire que c'est des pas modestes, mais je tiens juste à vous dire qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, il y a personne qui pensait mettre une éolienne dans le nord du Québec. Donc, il faut être penseur, il faut être visionnaire, il faut voir ça dans sa globalité. Et M. Arcand, il a lancé un peu plus violent en disant, si vous avez des bonnes solutions, présentez-les. Vous êtes les fournisseurs d'énergie renouvelable. Comment l'énergie renouvelable peut-elle réduire les coûts d'un projet? Monsieur, est-ce que je suis... Votre temps est normalement écoulé. OK. On laisse 2 minutes. Je suis trop intéressant. Puis on continue. Excellent, excellent. Je vais aborder ça très rapidement. Les formes d'énergie renouvelable sont vastes. Je l'ai listé, je n'ai pas besoin de vous les lister, mais en fait, vous le savez tous, plus que moi. Photovoltaïque, solaire thermique, c'est toutes des formes d'énergie éolienne, évidemment, qu'on connaît bien. Valorisation énergétique des matières résiduelles qui réglerait une autre problématique en même temps, sont tous des choses que vous devez faire. Malheureusement, c'est pour les grands consommateurs d'énergie, c'est trop souvent sont des technologies qui sont mal connues. Il y a des craintes qui sont exprimées par les acheteurs d'énergie, l'efficacité, la fiabilité, l'entretien et évidemment le coût, le coût de revient qui doit être, qui se bat contre les technologies conventionnelles connues. Okay? Je ne la nomme pas, vous la connaissez. Au niveau des formes d'énergie, oui, j'avais plein de photos que je voulais vous présenter, là, fait que je l'ai mis en rafale. C'est ma conclusion. Écoutez, la Société du Plan Nord a mis en place des structures qui tentent de vous aider à réaliser vos projets. Il y a le Fonds d'initiative au Plan Nord qui ont de l'argent à distribuer. On ne parle pas de sommes faramineuses, mais ça peut vous aider. Et Monsieur le Président du panel, je vous remercie bien. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Pignon. Désolé de vous avoir coupé dans cet élan, mais vous allez pouvoir vous reprendre dans quelques instants. Donc, je cède maintenant la parole pour Hydro-Québec Distribution à M. Richard Lagrange, qui est chef planification et fiabilité. À vous la parole. Merci. Je les prends pas. Je les ai toujours dans les mains, puis je les utilise jamais. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Puis moi aussi, je remercie la part de nous avoir permis d'avoir l'occasion de vous présenter notre plan de match en réseau autonome. On compte sur vous. Vous allez voir pourquoi. On a un plan qui est très ambitieux, qui est attaché
all the way up, jusqu'au niveau politique. Et moi, je vais focuser ma présentation sur vraiment l'alimentation des réseaux autonomes au Québec, où nous sommes et vers où on va aller. Alors, ma présentation se découpe en 3 phases. Première phase, un contexte rapide, et compte tenu que Jean-Luc a couvert beaucoup d'éléments, je vais aller rapidement. Je vais garder du temps pour les échanges. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. On est là pour ça. Ma deuxième partie, je vais vous parler de notre plan de conversion en réseau autonome. Qu'est-ce qu'on a enclenché? C'est déjà démarré. Alors, ceux qui ne sont pas au courant, c'est le but de vous informer pour susciter l'intérêt. On est acheteur. Et la troisième partie, on va également vous faire part de ce que l'on fait en réseau autonome pour tenter de réduire la consommation d'électricité au niveau de l'efficacité énergétique. Bon, on va débuter. Tantôt, on posait une question. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans le territoire du Plan Nord? Le mélange des mots, ça, c'est un de nos réseaux. C'est assez représentatif de ce qu'on observe dans ces réseaux. Celui-ci, on me dit, moi, je n'ai jamais été le voir, mais on me dit que c'est le réseau Duluc-Durac. On parle d'un réseau de 700 clients, capacité installée de moins de 4 MW et une consommation annuelle de 10 GWh. C'est assez représentatif de ce que l'on vit en réseau autonome. Présentation, je vous l'ai dit, en 3 phases, donc rapidement le contexte. Jean-Luc l'a mentionné, l'ensemble des réseaux autonomes pour Hydro-Québec, on parle d'une population à desservir de 35 000 personnes. Environ. On parle de 18 500 abonnements. Tantôt, on a parlé des communautés qui sont présentes, on les voit ici. Et nous également, mais je ne suis pas juste sur le plan Nord, je m'excuse, j'élargis. Moi, Jean-Luc, Nunavik, oups, excusez-moi. Nunavik dans la partie supérieure nord, dans le milieu Chefferville, la Basse-Côte-Nord, les îles de la Madeleine et à l'extrémité ouest, la région de la Haute-Mauricie. Ce qui est à remarquer sur l'acétate, c'est peut-être des petits points aussi de couleur. Là. Les points rouges illustrent toutes les centrales thermiques au diesel qui sont requises pour assurer l'alimentation de ces réseaux. Donc, sur les 24 réseaux, il y en a 21 qui fonctionnent avec des centrales thermiques au diesel. Il y en a une qui fonctionne avec une centrale thermique au mazout lourd. C'est le point gris des îles de la Madeleine, en bas à droite. C'est la plus grosse centrale, 67 MW. Et on a dans le territoire 2 centrales hydrauliques, une à Lac-Robertson, sur la Basse-Côte-Nord, et une à Shefferville. C'est un contrat, la centrale ne nous appartient pas, elle appartient à Nalcor, et on a un contrat de 40 ans pour bénéficier de la production inhérente de cette centrale. En termes de grosseur, l'ensemble de ces 24 centrales-là totalise 165 MW de capacité installée. C'est l'ordre de grandeur dont on parle. On voit le détail ici à gauche, chacune des centrales. La plus grosse, c'est celle des îles de la Madeleine, mais la plus petite est de moins de 500 kW. Alors, il faut que vous ayez à l'esprit qu'on parle de réseaux entre 500 kW et 67 000 kW. L'élément important sur cet acétate, c'est ce qu'on retrouve en haut à droite. C'est ce qui motive, qui nous conditionne à se lancer ou à s'être lancé dans le projet dont on vous parle aujourd'hui, les coûts pour alimenter ces réseaux. Vous savez, au Québec, on a un tarif timbre-poste. Où vous soyez au Québec, vous payez le même prix. Pour la première tranche, j'entends. Au Nunavik, ça ne fait pas exception. Et les revenus qu'Hydro-Québec tire de l'alimentation des 35 000 habitants de ce réseau-là, c'est là environ 40 millions de dollars par année. Ça, c'est les revenus qu'on a avec la facture d'électricité. Par contre, les coûts pour générer cette électricité-là en 2017, on prévoit qu'ils vont s'élever à 230 millions de dollars. C'est un mois l'autre, année après année, le manque à gagner pour Hydro-Québec, qui est assumé par l'ensemble des clients d'Hydro-Québec, s'élève à peu près à 200 millions de dollars pour alimenter 35 000 personnes. Nous, on a posé l'hypothèse, en regardant tout ce qui se passait dans le domaine de l'énergie, parce qu'on fait une vigie continuelle de tout ce qui se passe, pas juste au Canada, mais en Amérique du Nord et en Europe. On voit l'impact des énergies renouvelables, on voit la baisse des coûts dans les différentes sources d'énergie renouvelable, et avec ce qu'on voit, ce qu'on lit, les PPA qui se signent ailleurs, on est convaincu que vous avez
des solutions à nous offrir qui vont nous permettre de baisser les coûts que l'on engendre pour produire cette électricité-là. Et ce que je vais vous présenter dans la deuxième partie de ma présentation, c'est le plan de match qu'on vous propose. On est acheteur. On est acheteur de vos technologies si vous rencontrez certaines conditions et on est prêt à signer avec vous le contrat que vous allez nous demander de signer sur la durée que vous allez nous demander en fonction de la technologie que vous allez nous proposer. Donc, si vous avez un contrat de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, on signe. Moi, mon travail, c'est ça. Je suis responsable de la planification des approvisionnements du Québec, autant pour les réseaux autonomes que pour l'ensemble du réseau intégré. Et des PPA, on enseigne en fonction des besoins. C'est ça qu'on vient chercher ici aujourd'hui. Gaz à effet de serre, Jean-Luc, moi je couvre l'ensemble pas juste de Nunavik, on parle de 230 000 tonnes d'équivalent de CO2 qui sont générées par la production de ces 24 centrales, mais surtout les 22, là. Les 2 hydrauliques, il n'y en a pas. Mais fort heureusement, comme vous le savez, pour l'ensemble du réseau intégré, à peu près 90, le chiffre exact, c'est 99,8% de notre production est renouvelable. Grâce en partie à l'énergie produite par les éoliennes. À terme, on va avoir 4000 MW d'installés. Et évidemment, par le parc hydroélectrique que l'on a. Sur le réseau intégré, en fait, la seule centrale qui n'est pas à énergie renouvelable, c'est celle de Bécancour, qu'on part à l'occasion pour soutenir des besoins très, très ciblés. Sinon, le reste des émissions de gaz à effet de serre sont générées par le territoire, pas sur le territoire du Plan-Nord, mais les réseaux autonomes. Et on veut s'attaquer à ça parce que dans la politique énergétique, on vise une réduction de ces impacts-là. Ces impacts-là sont très dispendieux. Ceux qui connaissent la loi savent que le prix du SPED, des crédits qu'on doit acquérir à chaque année, augmente minimalement de 5 % plus l'IPC. Alors moi, dans mon travail que je projette sur des horizons souvent de 30, 40, 50 ans, je fais l'exemple des îles de la Madeleine. Cette année, l'année passée, ça nous a coûté 2 millions pour acheter des coûts de SPED pour les émissions générées par la centrale de Cap-Aumel. Mais ce 2 millions-là, en 2016, si je projette sur 50 ans, parce que j'ai des projets en cours, dont je vais vous parler tantôt, qui ont une durée de vie de 50 ans, dans 50 ans, les 2 millions, en posant l'hypothèse que l'indice des prix à la consommation va être de 2 %, qui est un peu le consensus actuellement, là. 2 % par année d'IPC plus 5 % dans la loi, c'est 7 % d'augmentation. Dans 50 ans, il faut multiplier par 32, le chiffre qui est là. À toutes les 10 ans, ça double. Donc, juste pour les îles, si on ne fait rien, en 2066, ça va nous coûter 64 millions de dollars juste pour acquérir les droits d'émission des gaz à effet de serre. Donc, évidemment, on n'ira pas là. Photo. La seule photo que je vous invite, c'est très varié. Là, je vous ai dit entre 500 kW les centrales jusqu'à la plus grosse qui est à 67 000 kW. Celle de Cap-Aumel qui est à gauche. Je vous fais un scoop. Ça n'existera plus sur le Cap-Aumel dans ce format-là d'ici maximum 6 ans. Puis je vais vous dire pourquoi après. Donc, deuxième partie de la présentation, le cœur. Je vais être dans mon temps si jamais vous me ferez ça. C'est beau? C'est vraiment ce dont je vais vous parler, la conversion des réseaux autonomes. On perd 200 millions de dollars collectivement à chaque année pour alimenter ces réseaux-là. C'est des énergies qui sont non renouvelables. Les technologies que vous êtes les porteurs, ce que je vois ailleurs, permettent d'envisager de baisser ces coûts-là. Alors, ce qu'on propose, c'est très simple. On l'a écrit dans le plan stratégique d'Hydro-Québec qui a été déposé cet été, l'été 2016. On veut convertir tous nos réseaux autonomes d'ici. On veut lancer les appels de proposition d'ici 2020 dans tous les réseaux et on vise, ça ce n'est pas écrit, mais je vous dis, on vise à ce que les solutions soient en place d'ici 2023. Donc c'est dans 6 ans. Là. C'est agressif et vous allez voir, le train est déjà parti. Là. Ce qu'on veut faire, c'est très simple. On veut, d'une façon très transparente, publier les critères auxquels vous allez devoir rencontrer pour qu'on puisse signer un PPA ensemble. Donc, nous, Hydro-Québec, on a des critères de fiabilité, des critères techniques, on a des critères aussi financiers, parce que si on signe un contrat avec vous de 20, 25, 30 ans, on veut être sûr que de l'autre côté de la table, on a un partenaire qui va être là au rendez-vous pour la période de temps. Donc, on a des exigences techniques financières.
fiabilité. Et également, on veut que ça se fasse avec la collaboration et l'acceptation des communautés concernées. On ne veut pas arriver dans les territoires et dire voici, on installe. Là. On veut que la communauté soit partie prenante dans l'équation. Donc, les attentes de la communauté sont également prises en compte dans les projets. Les attentes, on va les voir, ça peut prendre la forme d'attente ou de critères financiers. Ils veulent souvent participer à ce qui va être mis en place. Dans certains cas, vous allez voir, ils veulent qu'on crée ou que vous créez des co-entreprises, communautés et vous, avec un partnership qui est à déterminer, qui est à négocier, mais qui va faire partie des critères qui vont être affichés. Vous allez connaître à l'avance ce que la communauté s'attend comme participation dans la capital action de la co-entreprise, si c'est ça qu'ils veulent. Là. Chaque réseau a ses attentes. Des attentes en termes de localisation, à quel endroit ils veulent que la future unité de production soit située, etc., etc. On veut que les projets qui nous soient soumis soient mis en concurrence. Comme je vous dis, en amont, on va afficher les attentes d'Hydro-Québec, les attentes de la communauté, tout est mis sur un site Internet ouvert à tous. Et le principe est très simple, quiconque rencontre l'ensemble des attentes est qualifié automatiquement. Donc, ceux qui sont qualifiés, après ça, on va prendre les projets, on va les ouvrir, et celui qui va offrir le meilleur coût par rapport à l'alimentation du village concerné va remporter l'appel de proposition. C'est simple. Et donc, on veut qu'il y ait une mise en concurrence de projets. Évidemment, tenir compte des particularités. J'espère que vous allez avoir des questions tantôt. Comme je vous l'ai dit, donc, il y a des attentes à date. Je peux vous en parler parce qu'il y a déjà des projets qui sont en cours. Attentes en termes de partenariat, attentes en termes de, dans certains cas, de investir du capital. Alors, il y a des attentes en termes de rendement sur le capital investi. Attentes en termes d'emploi créés, localisation de l'endroit, la source. Il y a certaines communautés qui refusent certaines sources d'énergie. Alors ça, vous allez le savoir d'emblée. Ou au contraire, certaines communautés exigent que la source d'énergie soit une source, parce qu'ils ont l'abondance de cette matière-là sur leur territoire. Nous, Hydro-Québec, ce qu'on vise, réduire les coûts. C'est 200 millions qu'on veut réduire. Évidemment, quoi que ce soit que vous allez nous proposer, ça va être mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. À part les deux réseaux hydrauliques, là, on n'a pas être plus payant que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, on est ouvert parce qu'on veut s'inscrire, on s'inscrit dans la politique énergétique du gouvernement. On veut nous aussi réduire l'empreinte environnementale et vous allez être des partenaires pour nous aider à atteindre cet objectif. Et évidemment, des considérations techniques et financières pour s'assurer que les projets qu'on nous soumet, c'est des projets qui sont solides. On ne peut pas faire de banc d'essai ici. Hein. On est en réseau autonome, des réseaux extrêmement éloignés. On doit assurer la fiabilité. Donc, ce que vous allez nous proposer, il faut que ça fonctionne, il faut que ça ait été démontré. On est ouvert à faire un peu de vitrine, mais le corps de ce qui va être proposé doit être quelque chose qui a été éprouvé. Je vous ai dit que le train est déjà parti, mais inquiétez-vous pas, on est toujours en train de le rattraper, on arrête à plusieurs gares. On a débuté le premier appel de proposition, c'est fait la main avec les îles de Madeleine pour une petite partie du réseau. La communauté vous lève bien, 6 MW. On l'a lancé en octobre 2015. On veut une mise en service en 2020. Il y a des petits écueils. Je ne vous en cacherai pas. La communauté, la région intermunicipale des îles de Madeleine, d'ailleurs, j'ai vu Jonathan Lapierre ce matin, avait choisi un site et qui avait fait l'objet d'une consultation régionale. Et le site en question, il y a un enjeu environnemental. Il y a une plante rare là, qui est sur le site et il doit obtenir un dédouanement du ministère de l'Environnement pour aller de l'avant. Mais nous, en étant qu'on est concernés, si le site est choisi, il y a plusieurs personnes qui se sont déjà manifestées pour offrir un 6 MW d'éolien. Et nous, si les critères sont respectés, on va ouvrir les enveloppes et on signe. Ça, c'est en jeu. Tantôt, tout à l'heure, je vous ai dit que la centrale est Capémol, regardez-la comme il faut, parce que c'est sûr qu'on ne fera plus ça dans 6 ans d'ici. C'est la seule centrale qu'on a qui fonctionne de mazout lourd. À elle seule, elle génère 50% des gaz à effet de serre de l'ensemble des réseaux autonomes.
C'est presque 125 000 tonnes de CO2. Et c'est le plus gros réseau. Donc, c'est un gros réseau, c'est une pointe qui a pu s'installer sur les 7 MW, mais une pointe de 42 MW environ. Et on a, dans le carton, dit de façon très transparente, on a un projet qu'on pourrait raccorder au réseau intégré des îles, avec un câble sous-marin. J'ai les coûts, j'ai la ligne économique, je sais ce que ça coûte. Quand je vous dis qu'on fait des projections sur 50 ans, je compare ça à ce qu'on fait aujourd'hui, et dans ma tête, c'est clair. La centrale thermique au mazout ne fonctionnera plus selon son mode actuel de fonctionnement dans quelques années. Par contre, on va jouer le jeu, on va pas jouer, c'est pas on ne joue pas, mais on va appliquer le processus aux îles de Madeleine comme partout ailleurs. J'ai un plan B, qui est le câble sous-marin. On est en train de finaliser les études d'avant-projet pour préciser les coûts. Et lorsqu'on va avoir ces résultats-là à l'automne cette année, on va lancer un appel de proposition pour le réseau des îles de Madeleine. Et on va dire au marché, nous avions un coût de production de X avec la centrale de mazout. Maintenant, on a une solution qui nous permettrait de baisser à Y, mais on n'est pas convaincu que c'est la meilleure solution. Si quelqu'un est capable de battre ce qui deviendra le baseline, le scénario de référence, qui sera le câble sous-marin, si quelqu'un est capable de battre ça, on est prêt. On est en négociation présentement avec les gens des îles. On a présenté le plan de match à Geneviève-Lapierre le 4 octobre dernier avec David Maury, le président de HQD. M. Lapierre a demandé de mettre en place une table d'échange pour faire cheminer les gens des îles sur qu'est-ce qu'ils veulent, parce que ça prend leurs attentes. Quand on va lancer l'appel de proposition, il faut qu'on ait, outre les attentes ou les critères techniques et financiers d'Hydro-Québec, ça prend les critères du milieu. Alors là, on travaille avec ces gens-là. On a des gens de HQD qui font partie de la table d'échange pour cheminer avec les gens qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, quels seront les critères qui seront indiqués dans l'appel de proposition pour les îles de la Madeleine. Et ce qu'on veut, c'est lancer l'appel de proposition au premier trimestre 2018. Donc, dans un mois d'ici, ça part. Donc, si jamais vous voyez des bateaux qui font de l'auscultation sous-marine, c'est Hydro-Québec qui les a mandatés pour voir le tracé du câble sous-marin à quel endroit qui passerait. On veut vraiment avoir le plan, puis on va comparer. Si vous nous battez, tant mieux, ça va être encore un avantage plus grand pour les consommateurs québécois. Et sinon, ça sera ça qui risque d'arriver. On a un autre réseau qui est assez loin, c'est le village de la Romaine. On ne parle pas du chantier d'HQ Production, mais vraiment le village de la Romaine sur la Basse-Côte-Nord. Il est loin, mais d'un point de vue économique, on a fait l'analyse, on est capable d'aller le rejoindre, même s'il n'y a pas de route, pour les derniers 50 km. Et on s'apprête, ce trimestre-ci, à déposer à la Régie de l'énergie une demande d'investissement pour accorder le réseau de la Romaine. Mise en service 2019. À Bas-du-Rhône, en Haute-Mauricie, ce réseau-là, la communauté. Est-ce qu'on est temps, M. Gillard? 2 minutes. OK. La communauté ici a une abondance de biomasse qui résulte des résidus de la scierie qui est présente sur le territoire de Bas-du-Rhône. Alors, un des critères de la communauté, c'est qu'ils voulaient un appel d'offres, un appel de proposition plutôt, de biomasse. On l'a lancé en novembre. D'ailleurs, on a fait une rencontre préparatoire ici à Québec en novembre au Hilton. Ça va très bien, beaucoup d'intérêt. On va ouvrir les appels de proposition cet automne, trimestre 3 2017. Même principe, il y a même une visite pour les promoteurs qui est organisée par les gens de Bas-du-Rhône. C'est le 20, 21 et 22 février, carrément dans le village pour montrer à quel endroit que les gens de la communauté veulent que la future usine de Cogeone s'installe. Alors, ça va bon train, il n'est pas trop tard. Et toutes les informations par rapport à ça, je peux les envoyer aux gens de la paire pour que tout soit public de ce que je vous dis. Là, les conditions sont toutes là. Tassouillac, je vais respecter mon temps, inquiétez-vous pas. Tassouillac, même chose. Tassouillac, c'est une dynamique différente. Notre centrale est à pérennité. Donc là, c'est pas juste de déplacer du diesel, mais c'est carrément de remplacer la centrale qui assure la fiabilité du réseau. On n'était pas certain que le marché avait un intérêt pour aller aussi loin que ça. Alors, on a fait
une variante à notre processus. Avant de lancer l'appel de proposition, on a lancé un appel d'intérêt en novembre dernier. Et on a sondé le terrain, voir est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à construire une centrale diesel ou gaz naturel, puisque ça prend quand même, excusez l'anglicisme, un genset qui assure la fiabilité. Mais on veut quelque chose de moderne. Pas juste une centrale diesel ou gaz naturel, mais avec des composantes renouvelables. Est-ce qu'il y a un intérêt pour ça? Mais là, je peux vous dire qu'il y en a un, parce que mardi, j'avais des équipes ici à Québec qui ont ouvert les propositions. On a plus d'une dizaine de promoteurs très sérieux qui ont soumis des propositions, des promoteurs de tout le Canada, parce que là, on essaie de relier le plus possible sur notre plan de match. J'étais à Winnipeg il y a 2 semaines, j'ai fait la même présentation à un sommet pan-canadien. Et ce qui est super intéressant pour nous, c'est que ces propositions-là, il n'y en a aucune que c'était pour une centrale diesel standard. Aucune. Je ne vous dirai pas ce qu'ils ont proposé, parce que c'est quand même de la confidentialité, mais ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'on recherche. Les coûts, c'était le chemin d'intérêt, mais les coûts proposés sont super intéressants. Alors ça, c'est en cours. On va lancer l'appel de proposition fort du know-how que l'on a quand on sait qu'il y a un intérêt. On lance l'appel de proposition cet automne pour Tassouillac. Ici, je passe rapidement. On veut, d'ici 2020, lancer tous les appels de proposition, sauf qu'on ne peut pas aller plus vite non plus que les communautés. Il faut vraiment cheminer avec les communautés. Ce qu'on envisage pour le Nunavik, je termine là-dessus, je vais se trouver la troisième partie. Pour le Nunavik, ce qu'on envisage, c'est pour créer un intérêt pour vous. Là. C'est des petits réseaux. Hein. Alors, on se dit peut-être que si on fait des regroupements de réseaux, on dit celui qui va gagner, là, il remporte les 7 réseaux. On est en train d'envisager ça. Le découpage va être revu. Là. On a des propositions aux gens de Makivik, qui sont un peu l'organe qui chapeaute le Nunavik, pour ceux qui connaissent ça. Juste pour susciter la discussion, on a fait un découpage purement géographique, Est-Ouest. On a coupé les 14 en 2, là, avec une ligne verticale. Les gens de Makivik m'ont dit que c'était un peu simpliste comme découpage, mais l'idée, c'était juste de susciter la discussion. On est en discussion avec eux. On leur parle très fréquemment pour établir avec eux quel devrait être le découpage le plus pertinent. Et en fonction des résultats de ces négociations-là, on vous a lancé ce trimestre, à la fin du 3e trimestre de 2017, notre premier appel de proposition au Nunavik. À la lecture de ce que je sais aujourd'hui, des discussions qu'on a avec les gens de Makivik et tout ça, ça risque de basculer en 2018. Par contre, on garde le cap, on veut que d'ici 2020, l'ensemble des réseaux ait été couvert par un appel de proposition. Et ensuite, il y a les derniers réseaux qu'on visait faire en 2019, et peut-être qu'on va les faire plus tôt. Compte tenu que le Nunavik, on est peut-être pas capable d'aller aussi vite qu'on veut, là. Ce qui était éclairé à une entrée par menu, on va peut-être devancer ça. On est en revoir. C'est très dynamique, on ouvre le terrain, on avance de front plusieurs projets, et donc on s'ajuste en fonction des aléas qu'on rencontre. La troisième partie, vous la verrez, je vais la faire parvenir aux gens de l'ACTAR, mais c'était pour vous dire qu'en parallèle à ça, on travaille également sur l'autre partie de l'équation, c'est la consommation. Donc, on a énormément d'énergie pour réduire la consommation dans ces réseaux-là. Au niveau de l'énergie, au niveau de la puissance, on a des projets pilotes pour mettre sous contrat des génératrices qui sont déjà présentes dans les réseaux autonomes. On a commencé cet hiver. Alors, on travaille sur les 2 fronts. D'augmenter la capacité, de changer la façon de produire l'énergie dans ces réseaux-là, également sur la consommation de ces mêmes réseaux. Alors, je vais respecter le temps pour laisser la place aux questions. Merci beaucoup.